Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Franck Ferrand nous emmène faire un tour aux portes de la Camargue aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons en effet découvrir un haut lieu historique qui autrefois était une porte d'entrée du royaume de France, la porte du Midi d'une certaine manière. Aigues-Mortes, c'est de là qu'en 1270, Saint-Louis est parti pour sa dernière croisade. C'est donc de ce personnage central du Moyen-Âge que vous allez nous parler cet après-midi. Oui, en compagnie de Xavier Hélary, qui va nous faire découvrir un souverain sans doute assez différent, en tout cas nettement plus ambigu que ce à quoi vous vous attendez probablement. Je sens que ça va susciter beaucoup de questions. Mais voilà, puisque les questions sont de retour, nous allons nous faire un plaisir d'y répondre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Du mois de juin 1270, imaginez à Aigues-Mortes une certaine chaleur, on est en juin, le vent marin qui balaie cette contrée et le roi Louis IX arrive à Aigues-Mortes donc avec une partie de son armée. Aigues-Mortes est un port qu'il a lui-même fondé. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Xavier Hélary. C'est un sujet quand même assez extraordinaire que la fondation de ce port qui n'est pas tellement bien placé, disons-le. C'est déjà de là qu'il était parti lors de sa précédente croisade, le 25 août 1248, une croisade qui avait échoué de manière terrible en Égypte. Aigues-Mortes est un port stratégique, en tout cas aux yeux du roi, puisqu'il s'agit du seul port méditerranéen qui se trouve dans le domaine royal. Et c'est essentiel, ça, bien entendu, sur un plan politique, et symbolique d'ailleurs, c'était fondamental. Aigues-Mortes est une ville donc encore en construction à l'époque. Et en ce mois de juin 1270, elle constitue le point de ralliement des troupes qui doivent embarquer à bord d'une flotte importante, une flotte armée par les Génois. Tout n'est pas vraiment prêt, il va falloir patienter un peu, c'est une attente assez difficile puisqu'on voit naître des conflits entre un certain nombre de groupes d'origines différentes. Il faut arriver à les faire cohabiter, tous ces soldats d'origines assez différentes. Là-dessus aussi, nous reviendrons tout à l'heure. Un des conflits en tout cas, va dégénérer, faire une centaine de morts. Il faut que le roi soit là, qui intervienne fermement. Saint-Louis va punir ceux qui ont provoqué les troubles. Pour lui, il s'agit là d'un écart intolérable. On doit se consacrer à la croisade. Il s'agit aux yeux du roi, et il s'agit de toute façon d'une démarche religieuse. Louis a là une nouvelle preuve de la difficulté de préparer une croisade. Voilà plus de 3 années qu'il s'est lui-même croisé, qu'il a pris la croix, c'était le 25 mars 1267, et son projet n'a pas rencontré, disons-le, un bien grand enthousiasme. Il lui a fallu plus de 2 ans pour réunir les sommes considérables nécessaires à emmener tout ce monde en Terre Sainte. Le roi lui-même est extrêmement motivé. Ai-je besoin de vous dire que ce roi Louis IX, qui deviendra bientôt Saint-Louis, ai-je besoin de vous dire qu'il est profondément chrétien ? Il a aussi, sans doute, dans un coin de sa mémoire, conservé de l'échec en Égypte, de l'échec de sa précédente croisade, un souvenir cuisant. Et il s'agit pour lui de dépasser cet échec, bien entendu. Et puis, il est vrai qu'en Terre Sainte, la situation est terrible. Les années précédentes, les Mamelouks ont pris Césarée, Jaffa, ils sont allés jusqu'à Antioche, ils ont pris Antioche, et à ce rythme, on est en droit de se demander si la présence chrétienne en Terre Sainte n'est pas définitivement menacée, et menacée à court terme. Pour le roi Louis, le nouveau départ n'est peut-être pas véritablement raisonnable. D'abord, c'est un homme relativement âgé pour l'époque, il a 56 ans, il est de santé fragile, il a toujours été relativement mince, Louis IX, mais là, il a vraiment acquis une apparence frêle, son visage est émacié, c'est un homme vieilli avant l'âge, nous dit Xavier Hélary, souffrant de la jambe droite, périodiquement atteint de surdité, aux dents branlantes, parfois si faibles qu'il faut qu'on le
le soutiennent pour marcher. Vous voyez un peu l'homme, le souverain qui est en train de s'apprêter à un si grand voyage et à une aussi grande épreuve. C'est aussi, et ça on ne peut pas le nier, un souverain qui dispose d'une autorité considérable. Il y a une aura, si j'ose dire, en parlant de Saint-Louis. Il y a autour de lui une sorte de révérence générale. Il est un des souverains les plus puissants du monde chrétien, auquel ses contemporains reconnaissent un certain nombre d'exceptionnelles vertus, celle du courage, celle de l'humanité, un sens de la justice sur lequel j'espère n'avoir pas besoin de m'attarder aujourd'hui, et puis sans doute cette charité qui fait le souverain chrétien. Bref, des vertus incontestable chez Saint-Louis, qui a réussi à réunir autour de lui pour ce nouveau projet un grand nombre de seigneurs, à défaut de grands souverains étrangers qui lui auront fait défaut. Il a notamment avec lui un certain nombre de membres de sa famille et plusieurs grandes figures de la chevalerie. Donc, le 2 juillet, aux premières lueurs du jour, a lieu le départ. Le navire du roi, c'est la Montjoie, dont on déploie la voile en direction de Cagliari, au sud de la Sardaigne. Ce sera le point de ralliement avec une autre flotte qui, elle, part de Marseille. Et tout ce monde-là va se diriger ensuite vers le point, vers le but de l'expédition, c'est-à-dire Tunis. Ah, alors là, évidemment, c'est un sujet qu'on connaît depuis quelques siècles maintenant, mais il faut reconnaître que l'étonnement est grand lorsqu'on évoque ce choix étrange de la part du roi Saint-Louis. Tunis est quand même bien loin de la Terre Sainte. Le calife de Tunis a des relations qui sont plutôt satisfaisantes avec les puissances chrétiennes, et les historiens, depuis longtemps, se grattent le crâne pour essayer de bien comprendre pourquoi le roi Louis IX a voulu se rendre directement à Tunis. C'est une première étape pour lui, bien entendu. C'est une étape qui va se révéler définitive, mais ça, il ne peut pas le deviner. Il est possible que le roi ait été influencé par son frère Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui aurait pu avoir l'intention d'affaiblir une puissance voisine de la sienne. Après tout, les côtes de Tunisie sont très proches de la Sicile. Pourquoi pas même aller jusqu'à asseoir une suzeraineté sur Tunis? C'est une hypothèse qui a longtemps été soutenue et qui aujourd'hui est moins souvent retenue. Tunis peut être vue évidemment comme une étape pour s'assurer une base vers la Terre Sainte et pour prendre à revers la puissance égyptienne. Il est vrai qu'on avait l'habitude de voir toutes ces croisades qui passaient plutôt par le nord, voyez, par le nord et qui descendaient ensuite vers l'est. Là, prenant plein sud, il est certain que Louis IX va surprendre l'adversaire. Mais il semblerait, et c'est en tout cas la thèse que défend Xavier Hélary, nous y reviendrons avec lui dans un instant, il semblerait que le roi ait eu l'intention de convertir en vérité le calife et ait eu l'intention de convertir ce peuple tunisien au christianisme, ce qui, dans la mentalité du temps, était possible. Quoi qu'il en soit, dès le départ, il va falloir à la flotte de Saint-Louis affronter un certain nombre de difficultés. Le temps est épouvantable, comme il l'est souvent dans cette région de la Méditerranée, avec des tempêtes qui vont disperser les bateaux. Les Français, les Génois s'entendent mal, ça n'a rien de très surprenant, et les Génois notamment, qui sont de très très grands marins, sont suspectés d'avoir commis des erreurs. Et alors là, on se dit, mais comment des marins à ce point expérimentés peuvent-ils à ce point se tromper ? Est-ce qu'ils ne le feraient pas exprès? Est-ce que finalement ils ne seraient pas du côté des musulmans pour protéger un certain nombre de leurs routes commerciales, un certain nombre de leurs intérêts? Vous voyez les questions qui se posent. Quoi qu'il en soit, dès le départ, on peut dire que la flotte a donc des rencontres de fortes difficultés. Le 7 juillet, alors qu'on approche de Cagliari, donc en Sardaigne, un problème sanitaire devient préoccupant. Il y a plus de... Enfin, en tout cas, les réserves d'eau dont on dispose, semble-t-il, rendent malades les équipages. Les Sardes ne sont pas vraiment contents de voir arriver cette flotte gigantesque. Il faut dire que personne n'a pris le soin de les prévenir. Et c'est vrai aussi que le choix de Cagliari pose un problème géopolitique puisque les Sardes sont alliés à Pise. Et Pise, c'est la ville directement rivale de Gênes. Vous aurez compris que les Génois jouent un rôle important dans cette expédition. Le roi Louis va donc devoir négocier et, sensible et ouvert comme on peut l'imaginer, je ne doute pas qu'il se soit d'emblée posé des questions sur la réussite finale de son expédition.
médiévale sur Europe 1 grâce aux musiciens de Provence. Vous voulez découvrir la suite de la dernière croisade de Saint-Louis? Eh bien, restez avec nous sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous suivons grâce à vous le roi Louis IX, alias Saint-Louis, qui a 56 ans. Il prend la tête d'une nouvelle croisade. Vous venez de nous le faire vivre, Franck, avec une flotte importante, de nombreux hommes. En juillet 1270, il met le cap vers l'actuelle Tunisie. Alors avant de savoir comment va tourner la confrontation avec le calife de Tunis, il y a une question que je me pose. Les croisades étaient loin d'être une idée nouvelle en 1270. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais combien il y en a eu avant? Ça fait 170 ans qu'on fait des croisades à l'époque, depuis 1099 évidemment. Alors vous savez que c'est assez difficile de faire rentrer tous les mouvements qui ont eu lieu pendant ces presque 2 siècles dans des catégories. On a pris l'habitude de dire que, en tout cas si l'on compte comme on le fait traditionnellement, la croisade dont nous parlons est la 8e croisade. Alors évidemment, les choses pour les chrétiens ont mal tourné en Terre Sainte depuis déjà longtemps. Les chrétiens sont en très mauvaise posture en Terre Sainte, et le roi, bizarrement, au lieu de se rendre directement ou le plus vite possible en Terre Sainte, a choisi, vous l'aurez compris, de se rendre, d'attaquer en tout cas le calife de Tunis. Le 17 juillet, la flotte des croisés est en vue du continent africain. C'est très important le débarquement. C'est une étape difficile qui a lieu pour une bonne part le 18 juillet. On commence par faire descendre les combattants, évidemment, qui vont essayer de défendre le débarquement des autres passagers. Ils s'assurent le contrôle d'une langue de terre à proximité de la ville antique de Carthage. Les croisés sont très fervents, naturellement. Dès qu'ils ont pris pied sur les côtes tunisiennes, nous dit Xavier Hélary, Louis fait proclamer dans toute l'armée un ban, c'est-à-dire une déclaration solennelle dans laquelle il se présente comme le serviteur de Jésus-Christ. On débarque les provisions par la suite, et puis les animaux, les hommes et les femmes qui n'ont pas vocation à se battre. Pour l'instant, tout ça est encore très précaire, bien entendu. Tous ces hommes viennent d'arriver en Afrique en plein mois de juillet, et la première nécessité, c'est de s'assurer un certain nombre de ressources en eau. Alors du côté du calife, on a été surpris par ce débarquement colossal. Dites-vous que Saint-Louis arrive quand même avec 15 à 20 000 hommes. Il faut profiter de l'effet de surprise pour prendre une meilleure position. Les premières escarmouches ont lieu très vite avec les troupes du calife. On installe un camp donc près de Carthage, et puis une bataille a lieu pour contrôler le site, et notamment cette zone encore habitée de la ville antique de Carthage. C'est un combat d'une violence absolument terrible. Ceux qui l'avaient pu s'étaient enfuis, raconte Jacques Levron. Les autres s'étaient enfoncés dans des caves et souterrains où, pour les réduire, les croisés les enfumaient comme des renards au terrier. Beaucoup périrent asphyxiés, mais les corps exposés à la chaleur torride de l'été tunisien ne tardèrent pas à exhaler une effroyable puanteur. Le roi dut se contenter de demeurer sous la tente, d'où il enjoignit d'enlever les cadavres putréfiés, mais l'ordre fut exécuté avec peine. On hésitait à s'engager dans les souterrains où ils se décomposaient. Vous imaginez la dureté de tout ça. Une grande partie du site de Carthage n'en est pas moins contrôlée par les croisés. Et puis, il y a quand même en toile de fond cette menace sanitaire qui se fait de plus en plus inquiétante. Pour le calife, la guerre sainte est déclarée, son camp est installé tout près de celui des croisés, et il fait valoir au roi de France que s'il abandonnait l'idée de prendre Tunis, on pourrait libérer les prisonniers chrétiens. Sinon, on les exécutera. Pour le roi Louis, le choix est très difficile à faire. Est-ce qu'il faut pousser vers Tunis en provoquant une grande bataille, ou est-ce qu'il lui faut à lui attendre son frère Charles d'Anjou, le roi de Sicile dont je vous parlais tout à l'heure, qui doit venir avec des renforts? Finalement, Saint-Louis décide d'attendre. Il pense que le roi de Sicile sera là au plus vite, alors qu'en vérité, les jours passent et que le frère du roi
ne se montre pas. La situation devient vraiment de plus en plus intenable pour les croisés. Vous avez compris cette histoire de chaleur, à laquelle il faudrait d'ailleurs que j'ajoute les vents de sable, qui rendent particulièrement difficiles les conditions climatiques. L'approvisionnement est extrêmement mal organisé. Et puis, il y a cette tactique mise en place par l'armée du calife, cette tactique du harcèlement avec des petites attaques incessantes à la marge du gros de l'armée des croisés, qui épuise tout le monde, bien entendu. Et puis surtout, au fil des jours, il y a donc cette situation sanitaire qui devient littéralement catastrophique. On parle d'un mal qui est en train de se répandre parmi les troupes. Est-ce le typhus? Est-ce le choléra? La personne n'est à l'abri. Ce genre de maladie peut toucher aussi bien le dernier des soldats que, pourquoi pas, le roi lui-même. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi au cœur de la dernière croisade de Saint-Louis, avec des difficultés puisque la situation sanitaire est devenue catastrophique. Il y a des virus, le typhus, le choléra, qui pourraient s'attaquer au roi lui-même. Dans cette région de l'antique ville de Carthage, les choses tournent mal pour le roi, du fait essentiellement de cette affaire de pestilence qui est en train de se répandre. Le fils du roi lui-même, Jean Tristan, va mourir le 3 août. Alors, dans un premier temps, on ne le dit pas au roi Louis, qui lui-même est d'ailleurs malade, et puis quand on lui annonce, il dit « Notre Seigneur me l'a donné, notre Seigneur me l'a ôté, que le nom de notre Seigneur soit béni ». En quelque sorte, que sa volonté soit faite. L'ironie veut que ce prince qui disparaît soit lui aussi né en croisade. Il était né à Damiette pendant la précédente expédition de Saint-Louis outre-mer. Et donc on peut dire que Jean Tristan est né en croisade, mort en croisade. Un certain nombre d'autres personnalités vont disparaître, à commencer par le légat du pape. C'est un coup dur tout ça, bien entendu, pour une armée déjà très affaiblie, bien loin de ses bases. Un problème se pose bientôt de commandement, d'organisation. On est assez désarmé face à cette épidémie qui progresse, et l'on attend toujours les renforts du roi de Sicile qui ne vient pas. Les hommes du calife, évidemment, vont profiter de la situation, et plus les jours passent, plus leur pression augmentera sur le camp des croisés, avec ces escarmouches qui deviennent de plus en plus violentes. Un jour, la situation est proche de dégénérer en véritable bataille, mais encore une fois, les croisés, les Français, je dirais plutôt les armées de Saint-Louis, n'attaquent pas. On attend toujours les renforts avec ce roi qui chaque jour est plus malade. Il reste autant que possible aux commandes, il donne des ordres, il a ce sens du devoir chevillé au corps, vous savez, il vit sa maladie, vous l'aurez compris, en chrétien, s'habillement des journées entières en prière, il y consacre toutes ses forces, même lorsqu'il va vraiment mal. La situation est désespérée. Il aurait évoqué, alors qu'il se trouvait déjà dans une situation de grande faiblesse, le nom de Jérusalem. Il semblerait que le regret de sa vie soit de n'avoir pas pu libérer Jérusalem. La chaleur, les morts, ce climat terrible, tout est effrayant. Et puis, le 25 août au matin, on note un léger mieux, un mieux passager. Je cite Alain Decaux. Dès 9h du matin, il avait demandé qu'on lui ménageât un lit recouvert de cendres. Quand cette volonté fut accomplie, il s'y fit porter. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Trop faible, il ne parlait plus. Il avait croisé ses mains sur sa poitrine et ainsi demeurait immobile, point inconscient pour autant. Son regard s'attachait à ceux qui entraient et sortaient de la tente, parfois un effort immense. Il levait la main droite pour un signe de croix. Vers midi, il regarda le ciel, il murmura « In troibo indonum tuam adorabo ad templum sanctus » « J'entrerai dans ta maison, j'irai t'adorer en ton temple ». Ces paroles ultimes, de minute en minute, il s'affaiblissait. À 3 heures, il cessa de respirer. Ainsi mourut Louis IX, dont l'Église allait faire Saint-Louis. Choc incroyable, vous l'imaginez, parmi les croisés. Et d'autant plus que, c'est toujours l'ironie de l'histoire, le roi de Sicile arrive dans la foulée. Il veut se recueillir devant le corps de son frère. On essaie de le retenir. Il y va, il lui baise les pieds. On l'entend murmurer « Ô mon Seigneur, ô mon frère ». Et puis il se reprend, conscient de devoir désormais
prendre la tête de cette croisade. Alors se posera la question du corps du roi défunt. Il paraît essentiel de ne pas le laisser en terre étrangère, et d'autant plus que le roi ayant une réputation de sainteté, ça aura une importance considérable pour la suite. Les entrailles et le cœur de Saint Louis sont envoyés en Sicile. Son corps, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, son corps est bouilli dans du vin coupé à l'eau pour que sa chair se sépare de son squelette, et les os récupérés pourront être rapportés en France par le fils et successeur de Saint Louis, par Philippe III, âgé de 25 ans. À l'évidence, nous dit Xavier Larry, la croisade de Tunis a été un échec complet. La préparation en a pourtant été menée avec beaucoup de soin. Les croisés sont suffisamment nombreux, bien équipés, dotés de montures en suffisance. Tout au long de la campagne, l'autorité de Saint-Louis comme chef de l'armée est unanimement reconnue et respectée, et la discipline règne dans les rangs. Cette expédition connaît pourtant une issue désastreuse, et dans ce fiasco, il est difficile de ne pas juger écrasante la responsabilité personnelle de Saint-Louis. Bonjour Xavier Larry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je viens de vous citer, mais c'est encore mieux de vous entendre nous parler de Saint-Louis. C'est ce que nous allons faire dans un instant. Et juste avant de revenir sur l'histoire du roi Saint-Louis, voici Jean-Jacques Goldman sur Europe 1. C'était Jean-Jacques Goldman et son succès de 1987, là-bas. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, nous vivons la dernière croisade de Saint-Louis. D'ailleurs, dans les toutes dernières minutes de l'émission, nous irons faire un tour aux portes de la Camargue à Aigues-Mortes. Cette ville sera effectivement à l'honneur avant 15h. Et vous recevez, pour nous parler de cette dernière croisade de Saint-Louis, Franck Xavier Larry, professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin Lyon 3, auteur de La dernière croisade parue chez Perrin. Et oui, car cette seconde croisade de Saint-Louis est tout simplement la dernière croisade, Xavier Larry. Oui, c'est la dernière croisade dans la numérotation officielle qui a été donnée par les historiens à la fin du 19e siècle. Mais effectivement, c'est la dernière grande croisade au sens où c'est la dernière croisade conduite par un roi et qui quand même traverse la Méditerranée. Alors, le moins qu'on puisse dire, et je viens de vous citer à ce propos, c'est que ça n'est pas un grand succès. Hein. C'est même un complet fiasco, cette histoire. Oui, c'est un complet fiasco presque de tous les points de vue, du point de vue militaire, du point de vue de la croisade, puisque l'armée réunie à grands frais ne va pas jusqu'en Terre Sainte. Mais malgré tout, il y a une dimension de succès paradoxal du fait des conditions de la mort de Saint-Louis qui font du roi justement un saint. Eh oui, donc sur un plan symbolique, elle aura au moins marqué les esprits, et pour des siècles. Que vont devenir tous les hommes qui ne sont pas morts de... Alors, juste un détail, parce que je vois que on nous pose la question, c'est Sophie qui nous pose la question. Elle dit Saint-Louis n'est pas mort de la peste. Ce qu'on appelait une peste à l'époque, c'était une épidémie, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que on n'a pas de diagnostic, on peut pas faire de diagnostic de la maladie qui emporte Saint-Louis. On a dit typhus, choléra, dysenterie. Pour un homme de santé assez précaire comme Saint-Louis, la moindre maladie pouvait l'emporter. Alors ceux qui ont survécu, qui sont quand même... sont devenus Alors ceux qui ont survécu, qui sont assez nombreux, ont fini par négocier avec le calife de Tunis, qui leur a versé une somme très importante pour acheter leur départ. Ils ont repris leur bateau, traversé... C'est ce qui allait faire un peu office de butin de guerre, en l'occurrence. Voilà, c'est une sorte de dédommagement pour les frais de guerre, qui a été très mal vu par les contemporains, puisqu'on a pensé que les musulmans achetaient le départ des chrétiens, et la flotte qui conduit les croisés depuis Tunis jusqu'en Sicile est détruite dans le port de Trapani au début du mois de décembre 1270, et cette destruction causée par une tempête est vue par les contemporains comme un châtiment divin du fait que les croisés justement avaient accepté l'argent des musulmans. Nous en parlions juste avant le début de cette émission. C'est un des grands aspects de votre ouvrage. C'est la surprise des contemporains lorsqu'ils ont appris que le roi Louis IX emmenait ses troupes en Tunisie. Enfin, à l'époque, on ne disait pas en Tunisie, dans le califat de Tunis, en tout cas à Tunis. C'est assez étrange comme destination. Oui, c'est ça qui est très surprenant, parce que pour toutes les autres croisades ou pour les campagnes de la guerre de 100 ans, finalement, l'objectif choisi par le chef de guerre n'est jamais contesté et toujours compris selon telle ou telle logique. Mais avec cette dernière croisade, la croisade de Saint-Louis, on a là
on est face à un mystère. En fait, pourquoi Saint-Louis a-t-il décidé d'attaquer le califat de Tunis, dans la mesure où ce califat de Tunis était très bienveillant à l'égard des chrétiens. Il y avait beaucoup de commerçants italiens qui s'y trouvaient. Et puis, il y avait également ces couvents dominicains et franciscains qui étaient tolérés par le calife. Donc, c'était une décision vraiment surprenante. Et donc, d'après vous, quelle est la raison foncière de ce choix ? Alors, les contemporains ne s'étant pas vraiment prononcés, ils se sont ralliés, pour certains d'entre eux, ce sont les hagiographes du roi, c'est-à-dire notamment le dominicain Geoffroy de Beaulieu, qui écrit la vie de Saint-Louis en vue de sa canonisation. C'est pratiquement la seule explication contemporaine du choix de Tunis. Saint-Louis aurait pensé que le calife de Tunis était en mesure de se convertir au christianisme. Saint-Louis aurait mal interprété cette tolérance du calife à l'égard des chrétiens et il y aurait vu la possibilité de convertir le calife au christianisme. Ce qui évidemment, puisque le calife c'est pas simplement un chef temporel, c'est aussi un chef spirituel dans l'islam, évidemment c'était impossible. Mais il semble qu'il y ait cru et là il y a une part un petit peu irrationnelle en fait qui nous échappe. On ne sait pas exactement quels étaient les desseins de Saint-Louis. On ne sait pas ce qu'il voulait au fond. Il avait bien préparé cette croisade. Elle était particulièrement organisée, en fait. Non ? Oui, elle était très bien préparée de tous les points de vue. Il a fallu d'abord convaincre les barons. Il a fallu préparer la flotte. Il a fallu préparer tous les équipements, les vivres, les chevaux. Tout ça coûtait extrêmement cher. Ça a pris, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 3 ans avant que tout ne soit prêt. Et en même temps, Saint-Louis a choisi ses objectifs de façon entièrement solitaire. Et il y a, dans les dernières années du règne de Saint-Louis, une dérive à la fois autoritaire et solitaire qui fait qu'il prend les décisions seul, sans prendre le conseil de ses barons et des hauts personnages du royaume, ce qui est un sujet de critique pour Saint-Louis. Je vous livre la question de Daniel qui va permettre de redresser une idée fausse. Bonjour, le port d'Aigues-Mortes est de nos jours ensablé. Est-ce que le niveau de la mer Méditerranée était plus haut du temps de Saint-Louis ? Demande Daniel. Non, c'est simplement l'ensablement naturel dans cette région. C'est le delta du Rhône. Aigues-Mortes était déjà une ville enclavée d'une certaine manière. Elle n'est pas directement sur la mer, bien sûr. Oui, et surtout, elle s'appelait déjà Aigues-Mortes. Oui, comme son nom l'indique. Voilà, donc c'était déjà un espace de lagune et pendant toute la fin du Moyen-Âge, il a fallu désensabler régulièrement les canaux pour arriver jusqu'au port, vraiment à proprement parler, d'Aigues-Mortes. Vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, ça aussi. Vous dites la topographie n'est pas idéale, mais en somme, elle n'est ni meilleure ni pire que pour beaucoup d'autres ports importants de la Méditerranée, y compris Venise et Tunis. C'est vrai que ce sont deux beaux exemples de ports qui ne sont pas des ports selon les critères modernes. Les bancs de sable, ajoutez-vous, et les marais protègent le site d'une attaque extérieure, tandis que 2 lagunes suffisamment profondes pour accueillir les gros bateaux de la croisade communiquent aisément avec la mer proprement dite. Et puis surtout, bien sûr, ça appartenait au roi, Aigues-Mortes. Ça n'est pas négligeable. Hein. Oui, c'est même la dimension principale du choix d'Aigues-Mortes, de ce site qui n'est pas parfait, mais enfin qui peut quand même convenir. Et c'est lié aux conditions politiques. Finalement, pour Saint-Louis, au XIIIe siècle, il y a un peu comme pour les Russes au XIXe siècle, une volonté d'accès aux mers chaudes, à la Méditerranée. Les Capétiens sont surtout centrés encore dans leur domaine royal, dans le nord de la France, surtout en Île-de-France, dans l'Orléanais, et ils veulent accéder malgré tout à la Méditerranée. Mais la Provence, à l'époque, donc à l'est du Rhône, n'appartient pas au royaume de France, tandis que le reste du littoral est sous la domination du comte de Toulouse, qui est bien un vassal du roi de France, mais avec lequel les relations ne sont pas très faciles. Et pour cause, on est dans une période très troublée pour toute cette région, ne l'oublions pas. Oui, on est dans la suite en fait de la croisade albigeoise, voilà, donc c'est une région très troublée effectivement. Alors, nous allons venir d'un peu plus près à Aigues-Mortes dans un instant et nous aurons en ligne quelqu'un qui connaît la ville comme personne. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des musiciens
musiciens de Provence sur Europe 1 pour parler de Saint-Louis jusqu'à 15h. Et vous le savez, chaque jour, Franck Ferrand vous propose de revenir sur les grands événements de l'histoire et surtout sur les lieux où s'est faite l'histoire. Nous irons donc à Aigues-Mortes dans un instant. Vous recevez Xavier Hélary, professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin Lyon 3 et auteur de La Dernière Croisade paru chez Perrin. Oui, très bel ouvrage, La Dernière Croisade chez Perrin, où l'on revit donc ce qui a été à la fois une aventure spirituelle, une aventure militaire, une aventure humaine, et puis bien entendu, en creux dans toute cette affaire, la personnalité de Saint-Louis sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Pour le moment, nous avons en ligne Patrick Florençon. Patrick Florençon connaît particulièrement bien l'histoire d'Aigues-Mortes, puisqu'il est chargé d'action culturelle autour et aux remparts d'Aigues-Mortes. Bonjour Patrick Florençon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que le souvenir de Saint-Louis est encore très présent à Aigues-Mortes aujourd'hui en 2016 ? Oh, il est très 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 présent encore dans la ville parce que toute cette ville d'Aigues-Mortes doit tout son faste, ses murailles et tout son décor à ce bon roi Saint-Louis qui est venu s'installer ici au contact des étangs dans la première partie du XIIIe siècle. Alors Saint-Louis a fait bâtir un certain nombre d'édifices majeurs dans cette cité d'Aigues-Mortes, à commencer par un donjon. Oui. La tour de Constance. La tour de la Constance. La tour de la Constance. Oui, on devrait l'appeler ainsi. En fait, au XIIIe siècle, on l'appelle tout simplement la grosse tour du roi, et qui, depuis ses 30 mètres, surplombe le littoral, et sur laquelle se dresse un petit phare de 11 mètres qui permettait au bateau de se diriger à l'intérieur de la ville, du port. C'est le seul, véritablement, dernier vestige du château médiéval, puisque malheureusement le château de Saint-Louis, qui a été construit en même temps, a été détruit au moment de la guerre de 100 ans, en 1422, lors d'une terrible bataille entre Bourguignons et Armagnac. Est-ce que dans cette ville d'Aigues-Mortes aujourd'hui, subsistent des lieux qu'a fréquenté Saint-Louis, une église par exemple, j'imagine, où il aurait pu prier ? Oui, alors la tradition, qui malheureusement est un peu erronée comme beaucoup de traditions, rapporterait que en 1248, Saint-Louis se serait recueilli dans l'église paroissiale de la ville, l'église Notre-Dame des Sablons. En fait, les textes qui évoquent cette construction ne parlent pas d'une église achevée avant 1252, donc un petit peu après le passage de Saint-Louis en 48. En revanche, c'est un fait affirmé que le roi puisse recueillir dans cette chapelle tout à fait particulière, dans cette église particulière, parce qu'elle est totalement intégrée dans le tissu urbain et de forme rectangulaire, avec un chevet plat, donc un compromis entre l'art roman et l'art gothique. Est-ce qu'il y a parmi tous ces édifices des lieux qui ont été construits alors totalement après Saint-Louis et évidemment que le roi n'a pas pu connaître? La ville a évolué par la suite, j'imagine. Bien évidemment, la ville non seulement a évolué, mais elle s'est complètement construite et développée après le règne de Saint-Louis. Saint-Louis n'avait eu que l'idée de fonder cette ville en accordant à la population en 1246 une charte de privilèges assez extraordinaire, de façon à pouvoir attirer sur le lieu une population très nombreuse. Mais ce n'est qu'en 1266 qu'il prend la décision de clore, de fermer la ville avec le texte est assez croustillant parce que il veut doter la ville de remparts pour la protéger à la fois des ennemis, bien évidemment, des voleurs et du vent, qui, nous dit le texte, charrie des sables à l'intérieur de la bonne ville et la rend complètement impossible à vivre. Donc, Saint-Louis ne verra même pas les remparts. Ce que l'on peut imaginer, c'est que le tracé, ou du moins un premier tracé des remparts est réalisé de son vivant. Il va mourir donc très vite, le texte est de 66, et ce n'est que de son fils, en fait, qui va réellement prendre le relais et commencer les travaux de construction à partir de 1272. Il
Il ne reste plus, en revanche, ce qu'il existait. Bon, c'était la construction de la ville avec l'église, je l'ai dit, la maison consulaire qui était bâtie sur la place royale, la place centrale, et un couvent de cordeliers qui était installé dans la partie la plus orientale de la ville, aujourd'hui disparue, et remplacée par une petite chapelle de pénitents gris. Il fait beau aujourd'hui à Aigues-Mortes ? Hélas, non. Non, même pas. J'aurais voulu que vous nous fassiez rêver quelques secondes. Oui, eh bien, nous avons le premier jour d'automne. Malheureusement, c'est un petit peu décevant, oui. Merci beaucoup, Patrick Florençon. Je rappelle que vous êtes historien et que vous travaillez donc à Aigues-Mortes pour le Centre des Monuments Nationaux. Il y a comme ça un certain nombre d'édifices qui portent encore la mémoire de Saint-Louis. On peut dire que les traces de Saint-Louis sont encore assez présentes aujourd'hui, Xavier Larry. Oui, alors le principal édifice, c'est bien sûr la Sainte-Chapelle, qui était dans l'ancien palais royal de l'île de la Cité et qui a été conçu par Saint-Louis comme un grand reliquaire pour accueillir les reliques les plus précieuses de la chrétienté, c'est-à-dire la couronne d'épines du Christ venue de Constantinople, et puis quelques reliques autres qui avaient coûté 15 fois plus cher que la construction de la chapelle elle-même. Voilà, parce que c'était évidemment des reliques très très précieuses, et puis il y avait aussi un clou de la croix du Christ et diverses autres reliques qui étaient venues en masse de Constantinople. Oui. D'une façon générale, la figure de Saint-Louis est assez ambivalente, somme toute. Évidemment, il est canonisé très très peu de temps après sa mort, il faut le dire. Oui, alors il est canonisé en 1297, 27 ans après sa mort, ce qui n'est déjà pas beaucoup, mais en fait cette canonisation avait été retardée pour des questions politiques. Elle est prête en fait au début des années 1280. C'est donc étonnant, c'est vraiment très étonnant. Peu de temps. Et le tombeau de Saint-Louis à Saint-Denis attire un grand nombre de malades qui viennent se faire guérir miraculeusement, et ces miracles sont consignés par les moines de Saint-Denis. Et beaucoup des successeurs de Saint-Louis, ses descendants, directs ou indirects, vont se réclamer de lui. Il va être une sorte de modèle pour la monarchie française, ça on peut le dire. Oui, alors avec une reviviscence au temps de Louis XIV notamment, la chapelle des Invalides, c'est dédié à Saint-Louis. Et pendant la guerre de 100 ans, ses descendants, tant Philippe VI de Valois qu'Édouard III, roi d'Angleterre, qui se dit roi de France, se réclament tous les deux de Saint-Louis. Alors nous avons évoqué les vertus incontestables de ce roi et en même temps une certaine sécheresse, un certain hermétisme dans la personnalité de ce souverain. On vient de s'en rendre compte avec son dernier exploit avorté. Oui, alors c'est une certaine dureté, effectivement, qui est assez souvent quand même celle des saints. Les saints ne sont pas toujours très sympathiques. Ils échappent un petit peu même aux fidèles de leur temps. Et puis Saint-Louis, ce qu'on lui reproche évidemment aujourd'hui, c'est son attitude envers les Juifs, son hostilité envers les Juifs, qui relève plus de l'anti-judaïsme que vraiment de l'antisémitisme. C'est pas l'antisémitisme au sens moderne du terme. Non, il reproche aux Juifs d'adhérer à leur religion et de refuser de se convertir au christianisme. On peut dire que son règne a été fondateur, essentiel quand même dans l'histoire de France. Oui, tout à fait, puisque c'est vraiment, il porte à son sommet la puissance du roi de France, le prestige du roi de France qui apparaît à partir de son règne comme le premier roi chrétien en Europe. Merci beaucoup Xavier Larry. Votre bel ouvrage est publié chez Perrin et il s'intitule tout simplement « La dernière croisade ». Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand vient de vous faire vivre la dernière croisade du roi Louis IX, croisade qui est partie d'Aigues-Mortes. Il est donc temps d'aller dans le département du Gard à la découverte de cette très jolie ville. Alors, tout près d'Aigues-Mortes, vous pouvez visiter les Salins du Midi avec toute une explication sur la récolte du sel, etc. Il y a un petit musée sur le sujet. Vous pouvez même vous y rendre dans un train touristique. Il me semble que c'est plus intéressant, c'est mieux d'y aller en VTT, par exemple. Vous êtes au milieu de ce paysage extraordinaire. Des flamants roses. Parce que voilà, j'allais dire, quand on est en Camargue, ce qu'on veut voir, ce sont les animaux en général et bien sûr les oiseaux en particulier. On les voit notamment au sein du parc ornithologique du Pont de Gau. Donc ça aussi, c'est à une vingtaine de kilomètres d'Aigues-Mortes et vous verrez tous ces oiseaux magnifiques, dont les flamants roses. Ça y est, on commence à s'approcher de l'hiver et les flamands ne vont plus tarder. C'est autour de décembre-janvier, mais ça peut arriver dès le mois de novembre qu'on assiste à leur fameuse parade nuptiale. Vous savez, c'est absolument magnifique. 60 hectares, ce parc du Pont de Gau, 60 hectares entièrement
entièrement consacrée à la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. Il y a les oiseaux, il y a les taureaux, je vous l'ai dit, il faut aller dans les manades, on a tous fait ça un jour ou l'autre, c'est quand même extraordinaire. On peut également effectuer des excursions en calèche, en bateau, en remorque tractée. Rien ne vaut, bien sûr, la bonne vieille promenade à cheval à travers la Camargue. Et pour retrouver la figure de Saint-Louis à Aigues-Mortes, alors il va falloir attendre l'année prochaine maintenant. Vous savez que la Saint-Louis, c'est le 25 août dans le calendrier romain. Donc les fêtes de la Saint-Louis ont lieu à la fin du mois d'août. Et à ce moment-là, vraiment, on met la ville à l'heure médiévale pendant tout le temps d'un week-end. La population est costumée, il y a des campements médiévaux, un marché, une taverne, etc. Il y a même un bal médiéval. On ira peut-être danser avec grand plaisir. Des bourrées et des gigues, si vous voulez, Anissa, au mois d'août prochain, donc à Aigues-Mortes. Et puis, le week-end se clôt par l'embarquement du roi pour la croisade. Et vous voyez là encore une fois à quel point le souvenir de Saint-Louis demeure présent. C'est quand même la grande histoire de cette ville. Ce sont les riches heures d'Aigues-Mortes.